Imaginez un groupe de mères argentines dévastées par la disparition de leurs enfants qui décident de défier une dictature militaire brutale et de se battre pour la vérité coûte que coûte. Elles se réunissent chaque jeudi, foulard blanc sur la tête, dans une marche silencieuse mais déterminée. Leur courage attire l'attention du monde entier et fait d'elles les mères de la place de Mai. Et comment ce mouvement a-t-il marqué l'histoire de l'Argentine et contribué à la défense des droits humains? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous, aujourd'hui je vous raconte l'histoire des mères de la place de Mai. Entre 1976 et 1983, ces femmes ont perdu leurs enfants, enlevés sans raison par le régime militaire argentin de Jorge Videla. Et face au silence et à la peur, elles ont osé réclamer des réponses chaque semaine sur la place de Mai, devant le palais présidentiel à Buenos Aires. Pour bien comprendre leur lutte, on doit d'abord revenir au contexte de cette période. Le 24 mars 1976, un coup d'état militaire renverse la présidente Isabel Perón, la veuve de Juan Domingo Perón. Après la mort de son mari, en 1974, Isabel Perón avait pris la présidence, mais le pays traversait une crise économique et sociale profonde, marquée par des tensions politiques et l'impact du choc pétrolier de 1973. La junte militaire, dirigée par le général Jorge Videla, prend alors le pouvoir sous prétexte de rétablir l'ordre, mais rapidement son véritable objectif apparaît, réprimer violemment toute opposition. C'est le début de la guerre sale, une période où le gouvernement argentin organise l'enlèvement et la disparition d'environ 30 000 personnes. Dans ce climat de terreur, plusieurs familles vivent dans l'angoisse de ne pas savoir où sont passés leurs proches. C'est là que tout commence. Arrêtée par des policiers en civil il y a 6 ans, la fille et le gendre de Madame Ocampo de Vasquez ne sont jamais reparus. Pourtant, celle-ci continue d'espérer qu'ils sont encore vivants. Non, peut-être que c'est mon cœur qui me le dit. Au printemps 1977, un petit groupe de mères de disparus décide de se rassembler. Le 30 avril 1977, elles se retrouvent pour la première fois sur la place de Mai, en face de la Casa Rosada, le palais présidentiel à Buenos Aires, pour attirer l'attention des autorités et demander des réponses. Ces premières femmes courageuses, parmi lesquelles Azucena Vilaflor, María del Agar de Anzolets, Aida Castellú de García Huela, Mirta Acuña de Balabar, Nora Cortaña, Alia Espen et Eve de Bonafici. Chaque jeudi à 15h30, elles reviennent marcher autour de la place et pour se reconnaître, elles portent toutes un foulard blanc en guise de symbole qui était le linge en tissu de leur bébé. Ce geste, aussi simple soit-il, devient un emblème puissant. Et malgré les risques, elles persévèrent et commencent à attirer l'attention. Mais les risques sont bien réels, certaines d'entre elles, comme Azucena Vilaflor, l'une des fondatrices, sont elles-mêmes enlevées et disparaissent. Pourtant, cela n'arrête pas les autres mères, au contraire, elles s'unissent encore plus. Au fil des ans, les mères découvrent une vérité encore plus glaçante. En enquêtant sur le sort de leurs filles disparues, elles apprennent que beaucoup d'entre elles étaient alors enceintes au moment de leur arrestation. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Ces femmes ont accouché en captivité dans des centres de détention secrets avant d'être tuées. Les bébés, eux, ont été volés et confiés à des familles proches du régime militaire. Face à cette nouvelle tragédie, une partie du groupe décide de concentrer leurs efforts sur la recherche de ces petits-enfants volés. C'est ainsi que naît en 1980 l'organisation des grands-mères de la place de Mai. Les grands-mères lancent des recherches dans les tribunaux, scrutent les registres de naissance et publient régulièrement des annonces pour encourager les jeunes à vérifier leurs origines. Elles ne laissent aucun détail de côté et arrivent à retrouver les premiers petits-enfants dès le début des années 80. Mais une étape décisive est encore à venir, la science va bientôt leur offrir un nouvel espoir. En 1982, les grands-mères découvrent par hasard l'existence des tests génétiques qui, bien que balbutinants à l'époque, permettent de prouver des liens de parenté. Elles convainquent des scientifiques américains de les aider et en 1987, elles obtiennent la création du Banco Nacional de Dados Genéticos, la Banque nationale des données génétiques,
où sont collectés les ADN de familles de disparus. Cette institution permettra de comparer les ADN des familles avec ceux des jeunes nés sous X pendant la dictature. En 2009, une loi argentine autorise l'utilisation de ces données génétiques pour identifier les enfants adoptés de manière illégale sous la dictature. Et grâce à cette avancée scientifique, les grands-mères parviennent à prouver des liens de filiation avec une précision de 99,99%, même sans ADN parental direct. Elles disposent désormais d'un outil puissant pour retrouver leurs petits-enfants et enfants et rendre leurs identités à ceux qui leur ont été arrachés. Puis en 1983, après 7 années de répression, la dictature s'effondre et l'Argentine rétablit la démocratie. Dès ce retour, l'État crée la CONADEP, la Commission nationale sur la disparition de personnes, pour enquêter sur les crimes de la dictature. Ce travail aboutit au célèbre rapport Nunca Más, jamais plus, qui recense les tortures, les disparitions et les assassinats commis durant la guerre sale. Ce rapport devient une pièce maîtresse pour les premiers procès des militaires. En 1985, le procès historique des juntes militaires s'ouvre et plusieurs dirigeants de la dictature, comme Jorge Videla, sont condamnés. Mais en 1986, des lois d'amnistie telles que la loi du point final viennent bloquer de nouvelles poursuites. Cela aurait pu décourager les mères, mais elles continuent à manifester et à réclamer justice, refusant d'abandonner le combat. Leur détermination finit par porter ses fruits. En 2003, les lois d'amnistie sont annulées et les responsables de la dictature sont à nouveau jugés. Grâce à leur lutte et à la banque de données génétiques, les grands-mères ont retrouvé l'identité de nombreux petits-enfants. En 1990, elles avaient identifié 45 enfants volés et fin 2017, elles avaient retrouvé 127 sur 500 des petits-enfants estimés disparus. Chaque cas est une histoire poignante. Par exemple, en 1999, Buscarita Roa, l'une des grand-mères, retrouve sa petite fille Claudia. Claudia se souvient avoir grandi avec des parents adoptifs bien plus âgés que ceux de ses amis, ce qui lui avait toujours paru étrange, sans imaginer qu'elle faisait partie des enfants volés. En 2017, elle proteste contre une décision de la Cour suprême qui réduit la peine d'un ancien répressif de la dictature. La mobilisation massive de la société argentine les soutient et la Cour finit par annuler cette décision. Encore récemment, le 10 décembre 2023, lors du 40e anniversaire du retour de la démocratie, elle rappelle au président Javier Milei leur détermination. Elles ne cesseront jamais de réclamer la vérité et la justice. Aujourd'hui, beaucoup de figures historiques de ce mouvement nous ont quittés, mais leurs souvenirs restent gravés dans les mémoires. En 2023, Nora Cortaña, fondatrice du mouvement, décède, laissant un héritage de courage et de persévérance. Plus récemment, le 4 novembre 2024, Mirta Acuña de Baravalle, cofondatrice des Grands-Mères, nous a quittés également. Leur héritage et leur message de justice continuent d'inspirer de nouvelles générations. Les mères et les grands-mères de la place de Mai représentent bien plus qu'un mouvement de protestation. Elles incarnent la résistance, la mémoire et la quête de justice contre l'oppression. Leur lutte pour les droits humains est une leçon pour nous tous. Face à l'injustice, il faut se lever, se faire entendre et ne jamais abandonner. Merci d'avoir écouté leur histoire. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt. Salut!